Merci beaucoup pour cette introduction. Alors là, en fait, deux challenges pour moi. Le premier, c'est effectivement fin de matinée, vous garder un peu en énergie. Et le deuxième, on va parler de storytelling au service de la facilitation. Tu viens de parler de nous donner faim. Je ne sais pas si je vais commencer comme ça parce que j'ai prévu une petite histoire pour démarrer. Bah oui, on va parler de storytelling, donc autant démarrer par une petite histoire. Et vous allez comprendre pourquoi je l'introduis comme ça. Donc, je m'appelle Gilles Durouchou, je vis à La Rochelle et j'ai trois garçons, trois enfants qui ont entre 11 et 17 ans et qui sont des grands sportifs, qui font énormément de sport. Et donc, à cet âge-là, ça mange beaucoup. Autant vous dire que le frigo est très plein et très vide très rapidement. Et en plus, ils sont très curieux de découvrir des nouveautés, de découvrir des nouveautés culinaires. Alors, ils me demandent souvent à moi de leur cuisiner des choses un peu particulières. Pourquoi à moi? Parce que mon épouse est très très bonne cuisinière, mais elle n'a pas du tout envie de cuisiner ce que mes enfants réclament. Ils réclament des choses que les gens n'aiment pas trop, des tripes, de la cervelle, des choses un peu originales comme ça. Ils veulent goûter, ils veulent expérimenter. Il y a quelques années, nous étions en vacances à Perpignan, chez mon frère. Perpignan, qui est dans le sud de la France, pas très très loin de la frontière espagnole. Et nous avons profité de ces vacances, de ce séjour, pour aller passer une journée à Barcelone, ville magnifique. Et nous sommes partis à Barcelone pour découvrir cet endroit magnifique. Alors évidemment, c'était à une époque où on avait le droit de se serrer les uns contre les autres, d'être proches, de se faire des câlins. Maintenant, c'est un peu plus compliqué. Et donc, nous étions dans cette espèce d'artère touristique avec absolument un monde incroyable. Et en fait, on en a eu ras-le-bol. Ras-le-bol du monde, ras-le-bol de la pression humaine. On s'est dit, allez, on va aller faire un petit détour dans les rues parallèles. Et on s'est embarqué dans une rue de traverse, une petite ruelle de Barcelone. Vous voyez, genre une petite ruelle étroite, on profitait un peu de la fraîcheur, puisqu'il y avait un peu plus d'ombre, ces maisons colorées, c'était ravissant, le linge qui pend aux fenêtres. Et nous avons, au détour d'une ruelle, nous sommes tombés sur un tas d'ordures qui ressemblait à peu près à ça. Alors, en plus de la vue, nous avions l'odeur. À l'odeur qui se dégageait de ce tas d'ordures, nous pouvions largement supposer que la moitié de la ville était venue se soulager dans ce coin. Alors bien sûr, face à ça, nous sommes bouchés le nez, nous avons commencé à fuir, à partir le plus rapidement possible, sauf un de mes enfants qui s'est écrié « Papa, papa, ça sent trop bon, ça me donne trop envie de manger des rognons. » Eh oui, mes enfants aiment les choses bizarres. Alors, je ne sais pas si vous cuisiniez de temps en temps des choses un peu comme ça, en tout cas des rognons, mais quand on cuisine des rognons, ben oui, parfois, une odeur un peu forte peut se dégager à la cuisson. Je vous raconte cette histoire pour introduire le sujet, parce que j'aimerais savoir, et vous pouvez me le dire dans le chat, qu'est-ce que ça produit sur vous? Qu'est-ce que cette histoire a produit? Quelle réaction vous avez eue? Comment vous avez reçu cette histoire? Est-ce que vous voulez bien réagir dans le chat pour me partager vos réactions? C'est pas gentil pour les rognons. Ça fonctionne aussi avec le poisson. Oui, c'est vrai, avec les crevettes, par exemple, et on aurait pu imaginer ça, quoi. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres réactions? Elle est authentique? Oui, elle est tout à fait authentique. Ça pue ton histoire, je te remercie. Donc, de l'amusement, j'ai envie de vacances. Ah oui, c'est ça. Est-ce que c'est le bon atelier? C'est-à-dire, tous mes sens sont en éveil. Merci pour l'histoire des sens. Bien vu le lien histoire 5 sens. On se sent impliqué. J'ai envie de rognon maintenant. Ok, très bien. Merci pour ces réactions. Généralement, quand je raconte cette histoire, elle produit des réactions qui peuvent être très diverses. C'est-à-dire que ça peut aller de l'amusement, du rire, de la joie, de l'humour, à quelque chose qui peut être de l'ordre de plus du dégoût, de la curiosité. Tiens, je vois ça. Et donc, je suis finalement dans cette histoire, je provoque chez vous des sensations qui peuvent être à l'opposé l'une de l'autre. Vous voyez que si on est sur de la joie ou sur du dégoût, on est sur des sensations qui sont complètement différentes. Donc rien que votre réaction à cette histoire vient illustrer le propos que cette histoire veut illustrer. Qu'est-ce que je veux illustrer à travers une anecdote comme celle-ci? Une anecdote comme celle-ci, elle vient illustrer quelque chose d'extrêmement simple. C'est-à-dire qu'à partir d'une même information rationnelle, un fait,
une donnée. Et là, on est vraiment dans une donnée claire, c'est une odeur qui pue. À partir de cette information, nous allons finalement prendre des chemins qui sont complètement différents. Nous allons pouvoir avoir des visions du monde qui sont à l'opposé l'une de l'autre. Alors, vous voyez que dans la vie de tous les jours, quand on est dans des organisations complexes qui sont nos entreprises, on est très très souvent confronté à ça et on a souvent été confrontés, tous à un moment donné, confrontés à des gens qui ne comprennent pas ce qu'on veut dire, des gens qui n'adhèrent pas à notre propos, alors que nous le trouvent extrêmement logique. Parce que nous avons une rationalité, une logique, une façon d'argumenter nos idées qui vont finalement, pour nous paraître évidentes, mais qui ne sont pas évidentes pour les autres. Donc la grande question, c'est comment est-ce qu'on va rassembler ces visions du monde? Comment est-ce qu'on fait pour rassembler ces visions du monde? Et comme on parle de facilitation aujourd'hui, le vrai sujet, c'est exactement ça, c'est la facilitation, à quoi ça sert? Ça sert à créer de l'intelligence collective. Et pour créer de l'intelligence collective, il faut à un moment donné qu'on arrive à rassembler un minimum nos visions du monde. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on va tous être d'accord. C'est pas ça le sujet. Mais il faut quand même qu'on trouve à un moment des façons de croiser nos chemins, des façons de faire en sorte qu'on puisse se rencontrer. Donc là, on va parler beaucoup d'écoute, d'empathie. On va trouver des façons de créer du lien qui vont nous faire avancer ensemble. Et les histoires peuvent nous permettre de faciliter ce lien, de rassembler ces visions du monde. Pourquoi les histoires peuvent nous permettre ça? J'aimerais vous poser cette question et vous pouvez réagir dans le chat également. Qu'est-ce qu'on trouve dans une histoire? Qu'est-ce qui compose une histoire? Qu'est-ce qu'il y a dans une histoire? À votre avis? Vous metteriez quoi dans une histoire? Je vois les réactions, chacun sa logique. Ouais. De l'émotion, des personnages, bien sûr, de la magie, un fil conducteur, de l'empathie, une intrigue, des personnages, ça revient, des acteurs, ok. Mais évidemment, on trouve évidemment tout ça. Et vous allez voir que tout ce que vous avez listé, c'est absolument magique pour créer des visions communes, pour rassembler les visions du monde, pour faire en sorte que quand nous avons des visions qui peuvent être opposées l'une de l'autre, faire en sorte que ces visions reviennent trouver un terrain. Donc je vois qu'est-ce qu'il y a, des émotions, ça revient, de l'incertitude, des péripéties, ouais, on retrouve tout ça. Ok. Dans une histoire, vous l'avez dit, il y a des personnages, mais il y a aussi des actions, il y a aussi des lieux. Et en fait, vous allez voir que tout ça, dans une histoire, ce sont des éléments en fait qui sont extrêmement concrets. Quand je vous raconte cette histoire qui m'est arrivée à Barcelone et qui est une vraie histoire, une histoire tout à fait authentique, je plante en vous des images. C'est-à-dire que chacun d'entre vous, vous vous êtes fait le film de l'histoire. Vous vous êtes vu dans cette foule, vous vous êtes vu dans cette ruelle, vous êtes vu avec le soleil espagnol, vous vous êtes vu avec ce tas d'ordures. Et puis, vous avez même probablement ressenti l'odeur qui pouvait émaner de ce tas d'ordures. Donc, j'ai fait appel à quoi? J'ai fait appel à vos sens. Or, nous sommes dans un monde très complexe. Les organisations dans lesquelles nous travaillons sont des organisations complexes dans lesquelles nous avons finalement développé des concepts. Et nous avons développé surtout la culture du langage conceptuel. C'est-à-dire que les mots classiques, très classiques qu'on retrouve dans toutes les entreprises du monde, dans toutes les réunions du monde, ça va être quoi? Ça va être stratégie, performance, budget, client, solution, système, management, leadership, j'en passe et des meilleurs. Tous ces mots qu'on retrouve dans toutes les entreprises du monde et dans toutes les réunions du monde sont des mots conceptuels. Alors, c'est quoi le problème avec les concepts? Le problème avec les concepts, c'est pas qu'on les ressent pas. C'est pas qu'on les comprend pas, pardon. C'est qu'on ne les ressent pas. Bien sûr, on comprend les concepts parce qu'on est intelligent et qu'on a créé, on sait créer des choses qui nous dépassent. D'ailleurs, on sait créer des ordinateurs qui nous permettent de travailler à distance comme ça, de nous voir, etc. Évidemment, c'est parce que nous sommes des êtres capables d'aller vers le concept. Mais le problème du concept, c'est qu'en termes de communication, si je veux impliquer les autres, si je veux motiver, si je veux fédérer dans une direction commune, ça va être plus difficile parce que le concept ne va produire aucune image. Il n'interpelle pas nos sens. Il ne crée aucune sensation. Or, tout ce qui est de l'ordre du concret va venir interpeller vos sens. Et à ce moment-là, quand on interpelle les sens, on rend les choses
palpables. Et quand on rend les choses palpables, on fédère, on rassemble. En tout cas, c'est plus facile de rassembler les gens autour d'un sujet commun. Qu'est-ce qu'on trouve dans une histoire? Vous l'avez dit, des personnages. La force du personnage, c'est quoi? C'est que ce personnage, il va vivre des péripéties, vous l'avez dit également, il va vivre des aventures, il va cheminer. Et dans son cheminement, il va exister. En existant, il va incarner. En incarnant, il va amplifier les idées et les rendre concrètes. Et il va surtout permettre une chose, si c'est bien fait, il va surtout permettre une chose, c'est ce qu'on appelle le phénomène d'identification. Et pour rassembler les visions du monde, lorsque je suis face à une équipe qui peut avoir des visions très très éloignées les unes des autres, si j'arrive à créer un phénomène d'identification, ça va être plus facile. Comment est-ce que ça fonctionne, un phénomène d'identification? Je vais prendre un exemple très concret qui est souvent utilisé par mon ami scénariste avec qui je travaille beaucoup, qui s'appelle Damien Hainaut, et il prend souvent l'exemple de Bridget Jones. Comédie mondialement connue, succès planétaire. Pourquoi? Parce que vous avez dans ce personnage de Bridget Jones deux choses absolument magnifiques qui vont faire que nous avons envie de suivre le périple de ce personnage. La première chose, c'est qu'on va pouvoir s'identifier. Pourquoi? Parce que Bridget Jones, c'est Madame Tout-le-Monde. Et elle est tellement Madame Tout-le-Monde que Monsieur Tout-le-Monde peut même s'identifier. C'est-à-dire que Bridget Jones, qu'est-ce qu'elle a? Elle a des petits problèmes de poignée d'amour, elle a des petits problèmes de maladresse, elle n'est pas toujours très habile. Elle ressemble à tout un chacun. Et ça, non seulement les femmes peuvent s'identifier, mais même les hommes, on va s'identifier parce qu'on a tous des petits complexes, on a tous des petites choses qu'on aimerait changer chez nous, et donc on va s'identifier à ces personnages. Et elle a une deuxième chose absolument magique, c'est qu'en fait, elle a un talent. Et elle a un talent que probablement nous aimerions beaucoup avoir. Quel est le talent de Bridget Jones? Le talent de Bridget Jones, c'est de savoir parler sans filtre. C'est-à-dire que elle est capable de dire tout et n'importe quoi quand ça lui passe par l'esprit. Et bien sûr, nous ne pouvons pas le faire. On a tous peut-être rêvé à un moment donné de dire à un collaborateur, à un chef, à un partenaire, à un client, à un prestataire, peu importe, de dire des choses que nous n'avons pas pu dire, bien sûr, parce que nous sommes tenus quand même à une certaine façon de fonctionner en société. Et pas Bridget Jones, elle dépasse ça. Et d'ailleurs, dans la bande-annonce de Bridget Jones, vous avez cette phrase magnifique lorsqu'elle est présentée à un petit groupe de gens qu'elle ne connaît pas. On lui demande si ça va bien et elle dit « J'ai pas vu l'ombre d'une partie de jambes en l'air depuis plus de 18 mois. » Voilà. Donc, effectivement, on voit bien tout de suite, elle place le personnage. Vous voyez, l'identification, ça va nous permettre finalement de se rassembler autour d'un socle commun. Ça, c'est une chose absolument essentielle. Ça va permettre aussi également quelque chose d'absolument fondamental, c'est-à-dire que ça contribue à aider à croire. Et les histoires ont ce pouvoir absolument magique d'aider à croire. Voilà. Encore une fois, quand on aide à croire les gens, on les rassemble dans une même direction. Ça ne veut pas dire qu'on va toujours être d'accord. Mais ce qui est important, c'est qu'on puisse créer un point de départ et une direction commune, et que dans cette direction commune, on puisse, à travers l'échange, l'écoute et l'empathie, créer de l'intelligence collective. Vous l'avez dit également dans les réponses que vous avez données, les histoires ont une valeur absolument essentielle, c'est de capter l'attention. Capter l'attention. Or, nous sommes à une époque où l'attention est totalement diluée. C'est extrêmement difficile d'avoir l'attention des gens. Je vais vous donner un chiffre tout bête, c'est Google qui nous donne ce chiffre. Donc, analyse de nos comportements en ligne, de nos propres fonctionnements en ligne. Google nous dit 9 secondes de capacité d'attention. C'est-à-dire que toutes les 9 secondes, nous avons envie d'être stimulés, de trouver quelque chose, et nous zappons dans une vidéo, s'il ne se passe rien dans les 9 premières secondes, on va passer à autre chose. Dans un article, s'il ne se passe rien, on va passer à autre chose. Et si vous prenez les comiques aujourd'hui, je crois que la règle, ils se disent qu'il faut qu'ils sortent une vanne toutes les 8 secondes. Vous voyez, on est vraiment dans un monde où l'attention est tellement diluée et nous avons tellement la possibilité d'aller poser notre attention ailleurs que c'est absolument essentiel de se rappeler ça. Les histoires proposent ça, vous l'avez dit également, il y a des éléments de surprise dans une histoire, tout ce qui va être surprenant est quelque chose qui va entretenir et capter l'attention. Vous l'avez dit également, il y a une autre chose qui est absolument remarquable dans les histoires, c'est les émotions. Alors pourquoi c'est remarquable? Parce que finalement,
comprenons bien à quoi ça sert les émotions et surtout comment nous fonctionnons d'un point de vue émotionnel. Et pour ça, je vais vous partager la réflexion d'un chercheur en neurosciences qui utilise une image pour expliquer le fonctionnement du cerveau. Il dit voilà, notre cerveau fonctionne à l'image de ce couple cornac et éléphant. Donc le cornac, c'est celui qui pilote l'éléphant, hein, c'est l'espèce de sorte de cavalier de l'éléphant, et l'éléphant. Il nous explique que finalement, pour bien comprendre, pour créer de la motivation, pour créer de l'engagement, pour qu'il se passe quelque chose, il faut deux choses. Il faut le cornac, qui est une information claire, précise, de la donnée, du fait, de la statistique, des choses, tout ce on se nourrit toute la journée dans les entreprises. Ok ? Ça, c'est rationnel. C'est-à-dire que le cornac, chez nous, c'est la raison. Mais qu'est-ce qui va fournir l'énergie du déplacement? Quel est notre propre moteur? Quel est notre réel moteur? Et c'est là que c'est intéressant. Il dit, en fait, on voit bien que dans ce duo cornac et éléphant, l'éléphant, lui, ce sont les émotions. Et donc, nous sommes à la fois des êtres rationnels et des êtres émotionnels. Alors, bon, on le savait déjà, sûrement. Mais, ce qui est intéressant, ici, c'est quoi? C'est l'analogie qui est utilisée. Pourquoi? Parce qu'on voit bien dans cette analogie que si demain, il y a un conflit entre raison et émotion, lequel va gagner? La réponse est évidente. Et pour achever de s'en convaincre, s'il y a des fumeurs parmi vous, ou des anciens fumeurs, tous les fumeurs du monde, ou presque, ont essayé un jour d'arrêter de fumer. Tous les anciens fumeurs ont sûrement essayé d'arrêter de fumer plusieurs fois. Pourquoi ils n'ont pas réussi? Parce qu'à un moment donné, tu as l'information rationnelle, hein, ça tu l'as, la raison. Si tu fumes, tu vas avoir des problèmes de santé. Ça, c'est sûr et certain. Ok? Mais pour autant, est-ce que tu arrêtes de fumer? Non, parce que d'un point de vue émotionnel, ton éléphant est plus fort et il prend le pouvoir. Vous voyez, c'est intéressant de bien comprendre cette mécanique. Les histoires ont ce pouvoir de faire passer des émotions et on va voir comment. Parce qu'il y a une étude qui a essayé de comprendre effectivement comment est-ce qu'on pouvait amener de l'émotion dans un discours. Et dans les environnements, encore une fois, complexes dans lesquels nous vivons, qui sont les entreprises, on a du mal à aller sur ce registre émotionnel. Parfois même, c'est presque un gros mot, le registre émotionnel, dans une organisation telle qu'une entreprise. Alors, cette expérience est la suivante. On a demandé à des gens de répondre à un sondage dans la rue, et c'était juste un prétexte. On voulait juste simplement leur transmettre 5 $. On leur disait que pour le temps qu'ils allaient nous offrir, ils allaient recevoir 5 $. On voulait juste s'assurer qu'ils aient au moins 5 $ en poche. Parce que à l'issue de ce temps donné pour répondre au sondage, on leur remettait une enveloppe avec les 5 $, et dans cette enveloppe, il y avait également un tract qui les invitait à avoir un acte généreux, en fait, pour une organisation qui s'appelle Save the Children, et on leur demandait de donner un peu d'argent pour cette organisation. Alors, dans l'étude que j'ai lue, j'ai retrouvé les informations du tract, mais je n'ai pas retrouvé le visuel du tract. Donc, je vais vous afficher un slide, mais commencez pas à décortiquer le slide et à l'analyser visuellement parce que je n'ai pas retrouvé le visuel. Par contre, j'ai retrouvé les informations qui étaient proposées, qui sont celles-ci, dans lesquelles on voit bien que il y a des millions d'enfants qui meurent de faim, il y a une pénurie alimentaire, il y a tout un problème de sécheresse, etc. Donc, il y a des grosses difficultés. Est-ce que les gens à qui on vient de donner 5 $ et à qui on demande de faire un acte généreux en leur expliquant qu'il y a beaucoup de misère dans le monde, vont avoir un élan de générosité et redonner ces 5 $? On pourrait croire ça, mais la réalité, c'est qu'en fait, ils ont donné en moyenne 1,14 $. Alors oui, c'est pas très très généreux et c'est vrai qu'on peut se poser des questions sur la nature humaine, mais enfin c'est ainsi. Alors on a fait un autre groupe test. Le deuxième groupe test, on lui a demandé de donner un petit peu d'argent également, mais on a transformé le tract, si vous voulez. On a eu un tract qui ressemblait plutôt à ça. On leur parlait d'une enfant qui s'appelle la petite Rokia. On disait qu'elle était menacée, qu'elle n'avait pas accès à l'eau potable, qu'elle ne pouvait pas aller à l'école, etc., etc., etc. Est-ce qu'à votre avis, sur la base de cette information, les gens ont été plus généreux? La réponse est oui, puisqu'ils ont donné plus de 2 fois la somme qu'ils avaient donnée sur la première expérience. Bon,
Ça reste quand même assez radin, je vous l'accorde. Mais on voit que ça a généré plus d'engagement. Donc, vous comprenez bien que là, on est sur deux types d'informations. De ce côté-là, on est sur une information qui est plus de l'ordre du cornac, de l'information rationnelle, de la donnée, de la statistique, du fait, c'est indiscutable. Ces chiffres sont indiscutables. Okay. Pour autant, ça ne génère pas d'engagement. Ici, on est plus sur une histoire d'une personne, d'une enfant, et on voit bien que avec cet enfant, on peut créer du lien. Ce lien, il est davantage émotionnel et qu'on n'est plus sur l'éléphant et que là, on va s'engager davantage. L'expérience ne s'arrête pas là. Le groupe suivant, on lui a donné un tract dans lequel on a réuni les deux informations. On s'est dit, attention, si on marie la puissance de la statistique avec finalement ce visuel de la petite Rokia et ces informations plus éléphantesques, est-ce que les deux, finalement, vont générer davantage de dons de la part de ce public? Malheureusement, la conséquence sur ce troisième groupe, elle n'a pas été que ça a donné plus d'engagement, mais plutôt que ça a donné moins d'engagement, puisqu'ils ont donné en moyenne 1,43 $. Alors, qu'est-ce que nous révèle cette expérience? En tout cas, la conclusion de ces chercheurs, c'est quoi? C'est que, si on parle en termes de faits, de données, de statistiques, de chiffres, de choses extrêmement rationnelles, on transmet de l'information, ok. Mais on va mettre les gens dans une disposition de pensée qui est une disposition de pensée analytique. Et dès qu'on met les gens dans cette disposition de pensée, finalement de réflexion, d'analyse, eh ben on va aller même jusqu'à tuer la part d'engagement qu'on aurait pu avoir en mettant un peu plus d'informations éléphantesques, d'informations émotionnelles. Donc ça... Oula, merci pour l'information. Donc, ce qui veut dire que nous devons faire en sorte d'équilibrer, effectivement, dans nos histoires, dans nos discours, la part de rationnel et la part d'émotionnel. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que nous donne cette histoire, c'est que, cette expérience, pardon, c'est que pour mettre de l'émotion dans un discours, il suffit simplement de raconter des histoires de personnages, des histoires de vraies personnes. Et pourquoi ça fonctionne? Parce que là, on a une preuve scientifique à travers l'imagerie médicale qui est la suivante, c'est que quand on étudie le cerveau d'une personne avec une imagerie médicale, on s'aperçoit que en fait, le pouvoir des histoires, c'est que ce sont de véritables simulateurs d'expérience. Vous voyez bien que là, on vient faire le lien avec la facilitation. La facilitation, c'est faire vivre des expériences aux gens pour essayer de faire en sorte de les emmener vers une direction commune. Et bien, quand on ne peut pas faire vivre l'expérience ou qu'on ne peut pas aller assez loin dans l'expérience, le pouvoir des histoires va venir nous y aider parce qu'à l'imagerie médicale, on remarque qu'une histoire vient allumer dans votre cerveau les mêmes zones, exactement les mêmes zones, que si vous aviez vécu l'expérience réelle. C'est-à-dire que quand je vous raconte mon histoire à Barcelone, vous avez des images de ruelles à Barcelone, vous avez des images, même des odeurs, et ces images et ces odeurs vont venir allumer dans votre cerveau exactement les mêmes zones que si vous aviez été avec nous pendant cette promenade dans cette ville de Barcelone. Les histoires sont en fait de véritables simulateurs d'expérience, et on voit bien que ça, l'expérimentation, c'est la chose la plus pertinente et la plus forte pour aider les gens à agir dans une direction. Je crois que nous avons intérêt à nous jeter à corps perdu dans le storytelling. Pourquoi je vous dis ça? Parce que mon expérience d'accompagnant en entreprise me montre que, en fait, tout le monde sait. Tout le monde sait depuis 2000 ans, on sait, depuis Aristote et consorts. On sait quels sont les ressorts d'une bonne communication. On sait ce qui fait bouger les gens. Ça a été étudié, analysé. Ça fait 2000 ans qu'on en parle. Évidemment, ça s'adapte aux époques. Aujourd'hui, on est dans une époque un peu particulière avec une surcharge d'informations, une attention qui est extrêmement diffuse, donc c'est encore un peu différent. Mais on sait que ça marche. La grande question, c'est pourquoi on ne le met pas en pratique? Encore il y a 2 jours, j'étais en animation pour la Maïf
Et toute la journée, ça a été la grande question, mais est-ce que je vais oser? Mais j'oserais jamais faire ça. Mais alors que les gens racontent des histoires incroyables pour faire passer des messages complexes, finalement, ils n'osent pas le faire quand ils retournent dans leur environnement professionnel. Moi, ce que je peux faire vraiment avec vous, c'est vous inviter à oser casser les codes, à transgresser les habitudes, parce que si vous vous mettez à la place d'un auditoire, qu'est-ce que vous aimez? Est-ce que vous aimez une présentation PowerPoint qui dure 1 heure avec 170 slides ultra chargés, ou est-ce que vous appréciez davantage qu'on vienne vous raconter une histoire pour vous faire passer des idées simples? Voilà ce que je pouvais partager avec vous. Osez casser les codes, osez raconter les histoires. Les histoires sont de véritables simulateurs d'expérience, et l'expérimentation, c'est ce qu'il y a de plus fort pour faire bouger les lignes et opérer des transformations. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Gilles. Avec plaisir. Il reste un peu de temps, il reste 5 minutes. Pardon. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, il y a des questions? Oui, je peux répondre aux questions, bien sûr. Super. S'il y a des questions qui te plaisent ou dans l'ordre, dans quel ordre tu peux les prendre dans l'ordre qui t'intéresse? Oui, je regarde. Le boss du storytelling, c'était Apple. Ceci n'est pas... Bien sûr, le boss du storytelling, c'était Apple. Mais Apple nous a mis dans la tête... j'ai une anecdote géniale sur Apple. J'ai mon père qui a toujours été quelqu'un de très très économe, qui est né pendant la guerre et qui a grandi avec ma grand-mère qui était très très près de ses sous et qui est limite un peu radin. Il y a quelques années, j'étais à Paris pour un déplacement et je me suis fait voler mon ordinateur. Et comme il habite Paris, je l'ai appelé, je lui ai dit, je me suis fait voler ma sacoche avec tous mes moyens de paiement, tout mon ordinateur, etc. Aïe. J'animais des conférences dans la semaine. J'ai appelé mon père qui est à Paris. Je lui ai dit, il faut que tu me dépannes. Est-ce que tu peux me rejoindre à la FNAC? Il faut absolument que je rachète un ordinateur. J'ai pas de moyens de paiement, etc. Machin. Ben, finalement, il m'a rejoint à la FNAC et puis on a fait un petit tour dans le rayon électronique de la FNAC. Et alors, lui qui a toujours été que PC, et puis encore une fois, radin et PC, et ben, il a failli craquer. Il a failli s'acheter un Apple et il était à 2 doigts de le faire. À un moment donné, je lui pose la question. Je dis, mais attends, papa, t'en as vraiment besoin, quoi? Il me dit, non, j'en ai pas besoin, quoi. Et ça me fait marrer parce que là, on est vraiment sur 30 ans de storytelling d'Apple qui nous a mis dans la tête qu'avec Apple, on serait créatif, on serait innovant, on serait plus fort. Et voilà, et ça a même marché sur mon père. Alors moi, je trouve ça absolument fabuleux, quoi. Beau message, beau retour. C'est intéressant, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'en vois certaines. Je fais exprès de ne pas les sélectionner. Peut-être qu'il y en a certaines que toi, tu préfères mettre en avant. Comment mets-tu en pratique concrètement le storytelling en facilitation? En fait, la pratique, c'est assez simple. C'est que à chaque fois que vous avez une idée à faire passer, dès que vous racontez une histoire, elle passe mieux. C'est simplement qu'elle passe mieux. Si vous proposez, un cheminement, un atelier, on va faire ci, on va faire ça, on va mettre ci en place, on va se structurer, s'organiser comme ci ou comme ça. Si vous avez une petite histoire à raconter qui va introduire, par exemple, cette organisation que vous proposez, ça va favoriser l'engagement, la motivation de l'ensemble des gens qui sont là, parce que quelque part, l'histoire va venir illustrer la réussite du projet que vous leur proposez, et donc vous passez, en fait, vous concrétisez visuellement, vous rendez les choses sensorielles, alors que juste expliquer, ce serait être dans le concept, en fait. Vous voyez ? Super intéressant, en tout cas. Qu'est-ce que j'ai comme note? Du coup, comment fait-on pour arrêter de fumer? J'en sais rien, moi, comment on fait pour arrêter de fumer. Si, moi, j'ai fumé, j'ai arrêté à 23 ans. Je me suis levé un matin, j'ai jeté mon paquet à la poubelle parce que j'avais compris que si j'étais pas radical, j'y arriverais jamais. Donc, à un moment donné, j'ai dit, OK, c'est aujourd'hui. J'ai mis à la poubelle, je suis parti, j'ai jamais refumé. Voilà. Mais c'est ça, en fait. On arrête de fumer quand on le décide vraiment. Les fumeurs le comprendront très bien. C'est ça, ouais. Allez, la petite question finale. Oui. Là, effectivement, il y a une question qui me plaît bien. Allez, moi, je choisis de la mettre en avant. C'est une histoire doit être authentique, mais ou est-ce qu'elle doit être plutôt personnelle? Alors, c'est marrant parce que je comprends pas. Dans la question, là, je comprends pas. Pour moi, c'est la même chose, une histoire authentique et personnelle. Et elle est d'autant plus authentique pour moi si elle est personnelle. Voilà. Donc, ce que je peux dire sur les histoires, c'est que, en fait,
toutes les histoires marchent. Vous pouvez raconter une histoire qui est proche du conte, et donc là, on comprend très bien que vous êtes en train de raconter un conte ou une petite histoire que vous avez trouvée dans un livre d'histoire, par exemple, qui va venir illustrer un propos. Vous pouvez raconter des histoires personnelles. Moi, je trouve que ce sont les meilleures, les plus fortes, les plus puissantes. Pourquoi? Parce que ça vous rend humain. Et en fait, quand je parlais d'abstraction tout à l'heure et de mots et de concepts et de la façon dont on a d'utiliser tous ces concepts abstraits, quand vous assistez à une réunion où les gens parlent avec des mots compliqués, eh ben en fait, vous les regardez comme des experts. Alors, c'est bien que nous soyons experts dans notre domaine, mais si je vous vois trop comme un expert, vous êtes trop loin de moi. Et puisque vous êtes trop loin de moi, vous êtes sur un piédestal, et donc du coup, comment je passe la marche? C'est difficile pour moi d'aller vous rejoindre. Alors que l'histoire, si elle est personnelle, eh ben finalement, vous allez vous mettre au niveau des gens, vous allez vous leur raconter votre vie, ce qui vous est arrivé, des petites anecdotes, etc. Ils vont pouvoir s'identifier, parce que moi, quand je vous raconte mon histoire, on se baladait en famille, tout le monde s'est baladé en famille. Qu'on ait des enfants ou pas, on s'est tous baladés en famille, soit quand on était enfant, soit avec des cousins, des neveux, etc. On a tous vécu des petites anecdotes d'enfants, les bons mots d'enfants, on en a tous eu dans nos familles. Donc voilà, donc ça, c'est de l'identification. Et à partir du moment où vous pouvez créer une forme d'identification, l'expert que vous avez en face de vous est totalement accessible. Et s'il est accessible, vous aurez encore plus envie de le suivre, vous serez encore plus motivé pour passer à l'action. Bah, génial. Écoute, merci beaucoup pour cette réponse bien illustrée. Merci beaucoup.